Boris Chaumette est lauréat de l'école de l'INSERM. Il a soutenu sa thèse de psychiatrie, sa thèse de neurobiologie en 2016. Ensuite, il a été postdoctorant à l'université McGill et il a obtenu un poste de chef de clinique à l'université de Paris. 3 petits points, puisqu'on ne sait pas encore comment cette université va s'appeler au final. Il y a plein de blagues qu'on peut faire là-dessus, mais bon, on va passer. Avec le soutien de l'INSERM et de la Fondation Bettencourt, puisqu'il est engagé dans le programme CCA INSERM Bettencourt. Il est également professeur adjoint au département de psychiatrie de l'université McGill, et comme vous allez voir, il consacre ses recherches à la génétique et l'épigénétique des troubles du neurodéveloppement, et en particulier la schizophrénie, au sein de l'IPNP et du GHU. Ses travaux visent à comprendre les interactions gènes et environnement dans l'émergence de la psychose à l'adolescence. Depuis 2019, il est par ailleurs en charge du centre de référence pour les maladies rares à expression psychiatrique au sein du GHU, psychiatrie et neurosciences, et il coanime le programme COST, Action Engage, pour le développement de la psychiatrie génétique en Europe. Il est par ailleurs membre du groupe de travail sur la schizophrénie, du Psychiatric Genomics Consortium et du comité sur les tests génétiques de la Société internationale de psychiatrie génétique. Donc merci beaucoup, Boris, pour ouvrir cette session de 12h30 de la recherche. Et là, voilà, je vais fermer ceci pour ouvrir ta présentation qui est là. Merci beaucoup Thierry pour la gentille introduction. On remercie également le professeur Fabrice Chrétien qui organise aussi ces 12h30 de la recherche. Merci vraiment parce qu'on a besoin d'échanger, y compris dans cette période pandémique qui distend un peu les liens. On a besoin de se retrouver, cliniciens, chercheurs, pour avancer. Personnellement, moi j'ai voté pour le nom Université Paris-Cité. Il y en a plusieurs qui sont... Bon, voilà, je dévoile mon vote. On pourra peut-être avoir une question là-dessus dans l'audience. Non, plus sérieusement, je vais vous parler de psychose, de génétique. Et comme je ne peux pas m'empêcher de faire un petit peu de recherche, je ne vous parlerai pas que de clinique, même si j'avais pris le spot clinique. Vous savez que ces 12h30 de la recherche, ils sont là pour faire du lien entre les chercheurs et les médecins. Et la première chose qui est d'un succès de ce premier 12h30 de la recherche 2022, c'est qu'avec Rebecca, du coup, on a pu préparer cette session ensemble et se rencontrer et échanger notamment sur différents projets qu'on a à cœur. Je vous apprends rien en vous disant que les troubles psychotiques sont des maladies hautement irritables. Et donc, quand on fait de l'épidémiologie, on mesure la concordance au sein d'une famille pour les différents troubles. Et donc, quand on regarde des jumeaux dizygotes qui partagent que 50% de leur ADN, c'est la ligne numéro 2 sur le graphe, il y a 10% de risque de souffrir d'une schizophrénie si le faux jumeau est atteint de schizophrénie. Donc 50% du matériel génétique en commun, 10% de risque partagé. Par contre, quand on augmente la quantité d'ADN partagé, quand on prend des vrais jumeaux qui ont 100% de l'ADN en commun, à ce moment-là, vous avez 50% de risque d'avoir une schizophrénie si l'autre jumeau a une schizophrénie. Donc il y a bien un poids évident de la génétique dans les psychoses. C'est des maladies complexes, parce que vous voyez que même avec 100% de l'ADN en commun, on n'a pas 100% du risque qui est partagé, donc il y a autre chose qui joue, notamment l'environnement. Et quand on définit des maladies complexes, on est toujours sur un modèle d'architecture de cette forme-là, avec à l'extrême en marron des variants communs qui ont un peu d'effet sur le phénotype, peu d'effet sur le risque, et à l'inverse, des variants rares, qui sont les variants en bleu en haut à droite, qui, eux, ont un poids énorme sur le risque. Donc on a bien cette segmentation-là, des variants qui vont être retrouvés très fréquemment dans la population, 30-40% des gens portent ces variants-là, mais très peu d'effet sur le risque, et à l'inverse, des variants très rares, peut-être une personne, 2 personnes dans le monde portent cette variation-là, mais on a un risque extrêmement augmenté. Aujourd'hui, dans la schizophrénie, on connaît ces variants, on connaît les variants communs, mais c'est encore du domaine de la recherche pour l'applicabilité en pratique clinique. On a fait un très beau papier avec notre doctorante Chin, qui est ici et que je vous invite à lire dans France Nationale, mais c'est vraiment du domaine de la recherche. On peut faire des corrélations, par exemple, entre différentes maladies ou des corrélations entre la schizophrénie et la cognition, par exemple. Donc c'est du domaine de la recherche, c'est très intéressant, ces variants, ces tout petits variants en bas que vous voyez ici. Et puis, à l'inverse, vous avez des variants rares qui, eux, ont un poids très important et qu'on connaît aussi maintenant, soit des délétions, duplications chromosomiques, soit des mutations d'une paire de bases qui touchent un gène et qui va modifier la protéine.
Et donc aujourd'hui, quand on s'intéresse à ce qu'on peut faire en pratique clinique, on est vraiment dans le champ ici de ces variants rares. Donc on fait shifter la discussion de maladies psychiatriques complexes, multifactorielles et fréquentes à des sous-formes de ces maladies-là, notamment des sous-formes de schizophrénie, qui impliquent des variants rares. Et donc c'est tout à fait cette logique-là qu'on a adoptée au Centre de référence pour les maladies rares à expression psychiatrique, donc on a obtenu en 2017 au GHU. Et je vous ai mis quelques chiffres, puisqu'on est dans la période de l'année, on peut faire un peu de rétrospective, quelques chiffres sur quels sont les types de patients que reçoivent ce centre de référence. Alors sur l'ensemble de l'année 2021, on a vu 369 patients en tout, et on a fait plus de 1200 actes médicaux et 652 actes infirmiers, dont la moitié c'est des consultations conjointes entre infirmiers et médecins. Et donc ça veut dire qu'un patient en médiane plus exactement, est vu 2 fois. Donc on est vraiment sur une consultation de recours, c'est-à-dire vraiment c'est des patients qui sont suivis ailleurs par d'autres médecins, au CMP, en libéral, et qui viennent nous voir pour un avis en rapport avec une maladie rare. Dans ces maladies rares, 14% de dépression, anxiété, 17% de psychose, et une large fraction, un tiers, c'est des troubles du neurodéveloppement, avec vraiment une courbe comme ça qui montre que en fait, les patients viennent nous consulter surtout au moment de l'adolescence, tout simplement parce que c'est l'émergence à ce moment-là des maladies psychiatriques, et notamment de la schizophrénie, qui est une maladie qui commence entre 15 et 25 ans. On a la parité parfaite en termes de patients, 50-50, et vous voyez qu'ici on a quelques chiffres sur les origines géographiques des patients qui viennent nous consulter. Ça va de Paris et de la Grande Couronne jusqu'à la province, et même parfois de l'étranger. Donc on est vraiment sur une consultation de recours. Et puis en termes d'adressage, je vous ai fait quelques statistiques. On a un adressage au sein du GHU, puisqu'on peut se déplacer pour faire des consultations directement dans d'autres secteurs. On a des adressages via le CPOA, via également une petite partie via les services de neurologie. Et puis pour une partie, c'est des patients qui sont déjà connus dans des filières maladies rares. Par exemple, ils étaient suivis dans l'enfance pour leurs maladies rares, et puis qu'au moment de l'adolescence, l'âge adulte, il y a des nouvelles questions qui se posent, et ils viennent nous voir au centre référent maladies rares. Ou des patients qui viennent par exemple avec des maladies neurométaboliques, donc qui sont vus par des neurologues, mais il y a besoin d'une expertise d'un psychiatre. Ça, c'est un quart des patients. Et puis, une immense majorité des patients qui sont adressés soit par des psychiatres libéraux ou hospitaliers hors GHU, ça peut être par exemple Villévrard, ça peut être des psychiatres qui exercent en cabinet de ville. Ça, c'est encore un quart de la file active. Et puis, vous voyez qu'il y a quasiment 30% des patients qui sont adressés soit par des associations, soit par le secteur médico-associatif, soit directement par eux-mêmes ou par les parents. Alors en fait, ça, je le groupe un petit peu ensemble, dans le sens où souvent, c'est des patients ou des familles qui sont déjà un petit peu sensibilisés à la question des maladies rares et du coup qui sont souvent en lien avec des associations, donc la diffusion de l'information se fait. Donc il y a quand même une partie non négligeable de gens qui s'auto-adressent au CRMR, mais quand même une majorité des cas où c'est des avis qu'on va donner à des médecins qui suivent déjà les patients. À quoi ça sert d'aller faire de la génétique? Pourquoi on s'intéresse à ces maladies rares en psychiatrie? Parce qu'en fait, on va changer complètement l'approche. Notamment, moi, je suis assez convaincu qu'on va permettre de réduire la stigmatisation en avançant nos billes sur ces questions de psychiatrie biologique. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas de troubles identifiés, quand on n'a pas d'anomalies identifiées, on peut continuer à penser que c'est le problème de l'environnement, le problème de la mauvaise éducation. Quand on a une anomalie génétique identifiée, il n'y a personne qui est responsable, à part la faute à pas de chance. Et donc aujourd'hui, on a, par ce mécanisme-là, en tout cas dans la psychose, la même chose que ce qui s'est passé dans l'autisme, où avant on accusait un peu l'éducation. On arrive aujourd'hui à inverser complètement le débat en disant vous avez une anomalie génétique qui vous prédispose à faire un trouble psychiatrique, et il n'y a pas à se culpabiliser. Et quand on a une anomalie qui est identifiée, là je vous ai pris l'exemple de la délétion 22q11, qui est une des maladies rares les plus fréquentes en psychiatrie. On a à peu près 1 à 2 nouveaux patients par mois qui ont cette délétion dans notre centre de référence. On peut les orienter aussi vers des associations de familles qui vont permettre de mieux comprendre la maladie. La deuxième chose, c'est que ça peut permettre le conseil génétique. Imaginez, là, vous avez une mère qui a un garçon qui est atteint, la mère aussi est atteinte, et puis la sœur, elle peut se demander quel est le risque pour mes enfants à naître, par exemple. Si je n'ai pas d'anomalie génétique identifiée, je vais me contenter des données épidémiologiques, je vais y répondre un peu avec des pourcentages. Si j'ai une anomalie génétique identifiée, par exemple une délétion 22q11, je peux dire, madame, vous étiez porteuse d'une délétion, votre fils, il est porteur, votre fille n'est pas porteuse, et donc du coup, les enfants de votre fille, ils n'ont pas plus de risque que la population générale de transmettre, de transmettre la maladie. Donc on peut comme ça rassurer aussi les gens sur le mode de transmission, et c'est des questions que les patients nous posent en permanence, en consultation, quel est le risque pour mes proches? Ensuite, on prend le patient d'un aspect beaucoup plus global, et par exemple dans la délétion 22q11, on a maintenant
dans la recommandation, c'est d'aller explorer la calcémie, donc le taux de calcium des patients, parce que la délétion a aussi une influence sur la calcémie. Ça peut aussi prédisposer à des troubles cardiaques. C'est le syndrome vélo-cardio-facial, parce que ça touche le voile du palais, les problèmes cardiaques et les problèmes psychiatriques. Donc en fait, on va, par exemple, orienter les patients qui n'ont pas été diagnostiqués avant vers un service de cardiologie pour faire une échographie cardiaque. Donc on a comme ça une approche où on va complètement globale, où on va aussi tenir compte des comorbidités. Et puis enfin, l'idée, c'est de pouvoir développer des prises en charge spécifiques. Et ça, souvent, les gens ont l'impression que c'est un peu de la science-fiction. Pas du tout, c'est vraiment des choses qu'on sait faire maintenant. Cette année, on a mis en place avec des collègues psychologues du centre de référence un programme de psychoéducation des patients porteurs d'une anomalie génétique avec un trouble psychotique. Donc, par exemple, des patients avec délétion van de Kuon, c'est le programme SIRAR. On a commencé avec 6 patients et 6 familles qui suivent des sessions d'information sur ce que c'est que l'anomalie génétique et comment les symptômes se développent et à quoi il faut faire attention. Et puis, il y a des recommandations de la société Van de Kuon avec un logo un peu historique, on va dire, qui doivent sortir dans l'année et qui vont reprendre un peu les thérapeutiques qui ont été essayées dans la délétion Van de Kuon et qui pourraient être intéressantes de mettre en place. Par exemple, des publications qui sont sorties récemment de l'équipe suisse de Stéphane Eliès qui montrent que dans les délétions Van de Kuon, les patients qui ont une hyperactivité dans l'enfance, on peut leur donner de la Ritaline et que finalement, il y a peu de risques d'évolution vers la psychose, puisque la Ritaline est un agent pro-dopaminergique, donc on avait tendance à le sous-prescrire chez les patients à risque de psychose. Ils ont fait une étude prospective, ils ont montré qu'il y avait finalement peu de cas de transition psychotique associés à ce traitement-là. Donc c'est des études comme ça qu'on peut faire pour raffiner un petit peu la prise en charge. Ils ont montré également que les antidépresseurs, et ça je dis un mot parce que je crois que Rebecca en parlera, notamment les antidépresseurs sérotoninergiques comme la fluoxétine ou la sertraline, avaient une action préventive sur le quotient intellectuel des patients et probablement sur le développement de l'hippocampe. Donc c'est des études qui sont permises parce qu'on a identifié l'anomalie génétique chez ces patients-là. Et puis même des approches qui peuvent être préventive éventuellement, puisqu'il y a eu des études qui ont montré, en tout cas qui ont testé l'intérêt des oméga-3 dans le risque de transition des patients avec une délétion 22q11 vers la psychose. Pourquoi c'est intéressant ces études-là? C'est qu'on sait que les patients vont rentrer dans la maladie au moment de l'adolescence, et on sait qu'un patient sur 2 porteurs de cette délétion va développer un trouble psychotique. Et donc du coup, c'est un excellent modèle pour ceux qui font de l'intervention précoce, de façon à pouvoir mettre en place des stratégies préventives et éviter de basculer dans la maladie proprement dite. Donc les maladies rares, ça sert aussi de modèle pour des maladies plus complexes. Alors, un petit mot de recherche. La recherche, notamment sur la question de l'épigénétique, et ça, je vous ai dit que c'était un peu le domaine d'avenir dans le sens où aujourd'hui, même si on partage 100% de ce matériel génétique en commun, on n'a que 50% de risque de développer une psychose, donc ce n'est pas 100%. Et puis il y a des patients, je vous ai montré sur le graphique juste avant, il y a 40% des patients qui vont développer un trouble psychotique avec une délétion, mais il y en a 60% qui n'en développent pas. Donc pourquoi ces patients n'en développent pas? Est-ce qu'on ne peut pas apprendre des choses de ces patients-là pour aussi développer des nouvelles approches? Alors, on pense qu'il y a une partie qui est liée à la méthylation de l'ADN. Vous connaissez la double hélice d'ADN. Et au niveau des cytosines, quand elles sont suivies d'une guanine, il peut y avoir un groupement méthyle, CH3, qui est rajouté. En gros, qui vient expliquer comment il faut jouer la partition de l'ADN. L'ADN, c'est vraiment la partition de musique. Et puis, la méthylation, c'est la puissance avec laquelle on appuie sur les touches et on va synthétiser l'ARN messager. Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours par notre doctorante Chuan Jiao et notre postdoctorante Jin Re, mais qui aussi sont pilotés en même temps par TRSG, puisqu'il y a une partie translationnelle avec l'animal. Donc on a pris des patients qui ont une délétion 22q11, qui ont une schizophrénie, qui n'ont pas de schizophrénie. On a comparé la méthylation au niveau du sang chez ces patients-là, et on trouve une liste de gènes. Ensuite, on a pris 2 jumeaux, dont un... Donc, ils ont tous les deux la délétion 22q11. Il y en a un qui a une schizophrénie, l'autre qui n'a pas de schizophrénie. Pareil, on les a comparés aussi, on a sorti une nouvelle liste de gènes. Et puis enfin, on a pris une souris qui porte une délétion, le chromosome 22 chez la souris, c'est le chromosome 16, donc qui porte une délétion qui ressemble à la délétion 22q11. Et on a stressé cette souris, et on a vu l'effet du stress et l'effet de la délétion dans le cerveau de la souris en termes de méthylation de l'ADN. Donc 3 études en même temps. Et quand on regroupe ça, on tombe sur une liste de gènes qui sont dans les 3 sous-études, qui sont des gènes qui sont impliqués dans le cerveau, et notamment dans les astrocytes, avec, vous voyez ici, des fonctions qui sont liées aux projections axonales, donc au neurodéveloppement. Ce qui veut dire que probablement, ce qui se passe, qui est différent entre les patients avec une délétion qui évoluent vers la schizophrénie et ceux qui n'évoluent pas vers la schizophrénie, c'est des anomalies de méthylation qui impliquent un neurodéveloppement un peu retardé à l'adolescence, et on sait que l'adolescence, c'est un moment de neuroplasticité, et donc c'est probablement des gènes très intéressants.
Allons un petit peu plus loin sur ces histoires de méthylation. La méthylation, aujourd'hui, elle permet même de faire du diagnostic. On peut aujourd'hui, en étudiant la méthylation de l'ensemble des gènes dans le sang, faire des signatures épigénétiques et clusteriser, donc regrouper les patients en fonction de s'ils sont porteurs ou pas d'une anomalie 22q11. Donc, par exemple, ici, vous avez des patients en rouge qui sont, par les données biologiques, classés de manière séparée des contrôles, ici en bleu. Et puis après, on donne un deuxième jeu de données à la machine et on lui dit classer les patients 22q11 sans savoir si c'est des 22q11. Il va bien vous les classer, les oranges, il vous les classe bien avec les rouges. Puis vous dites une autre type de délétion qui est une délétion un petit peu plus courte, qui a moins d'impact, classez-les-moi, et là la machine elle les classe avec les patients contrôle. Donc ça c'est des études qui ont été faites, qui ont été publiées et on n'a pas encore fait ça. Mais nous notre stratégie c'est d'aller plus loin, c'est de dire même peut-être qu'au sein de ces patients-là, on pourrait séparer ceux qui vont évoluer vers une psychose et ceux qui ne vont pas évoluer. Et donc, du coup, pouvoir prédire l'avenir et intervenir encore plus précocement. On peut également, par la méthylation de l'ADN, aller chercher directement les délétions. Donc, on revient au début, c'est-à-dire que là, avant, on travaillait avec des patients dont on savait qu'ils avaient une délétion et on étudiait l'épigénétique. Mais en fait, si on fait l'épigénétique d'emblée, on peut aussi aller rechercher les délétions. Et là, par exemple, si vous voyez ce patient-là, c'est un jeu de test qu'on a fait, que Chin a analysé avec Anne-Sophie Lèvre, qui est une PUPH de génétique qui vient de rejoindre notre équipe. On voit que ici, sur le chromosome 22, vous avez une hyposignal, une diminution de l'intensité qui permet d'attraper le CNV 22q11. Donc, en gros, la méthylation de l'ADN, ça pourrait peut-être faire partie demain du diagnostic des maladies rares en psychiatrie et en même temps apporter des informations fonctionnelles et des informations aussi sur le pronostic des patients. Donc, c'est vraiment un outil très intéressant. Et c'est ça que je voulais vous dire, puisqu'on est en train de justement travailler en partenariat entre l'hôpital et l'INSERM pour constituer une plateforme d'études du méthylome. C'est quelque chose que je voudrais discuter avec vous. Aujourd'hui, on sait facilement recruter les patients. On a le centre de référence maladies rares. Je vous dis, il y a des patients qui viennent régulièrement nous voir. On a le centre de référence clinique, le centre de recherche clinique et le centre de ressources biologiques piloté par le docteur Macarena Cuenca, qui sait stocker les échantillons et faire la partie administrative de la recherche. On a des puces qui permettent de couvrir l'ensemble de la méthylation de l'ADN. On peut s'équiper de matériel finalement assez peu onéreux par rapport à tout ce qu'on peut faire avec ce type de choses. Et ça, il y a des discussions en ce moment au sein de l'hôpital pour acquérir ce type de matériel dans le service d'anatomopathologie avec Fabrice Chrétien et Pascal Varlet. Et puis à la fin, ce qu'il faut, c'est une fois qu'on a toutes ces données qui sortent, des données à haut débit, il faut des ressources bioinformatiques pour les analyser. Et ça, pour l'instant, on a des compétences dans l'équipe, notamment avec Chin, dont je vous parlais, et puis des ressources aussi bioinformatiques. Et pour l'instant, encore, on utilise les serveurs Compute Canada, parce qu'on a une autorisation avec eux, mais on est en train d'essayer de rapatrier les analyses et le savoir-faire en France avec l'Institut français de bioinformatique. Donc l'idée, à terme, c'est d'avoir un pipeline qui nous permettrait du diagnostic clinique, du soin, et en même temps de commencer à flirter avec la recherche depuis l'hôpital en impliquant l'INSERM. Voilà, je termine en remerciant l'équipe du CRMR ici et l'équipe de recherche du professeur Marie-Odile Krebs. Donc vous voyez bien qu'il y a des gens qui sont dans les deux et des gens qui sont de chaque côté, mais c'est vraiment une équipe où on a du translationnel et où on essaie de faire travailler ensemble la clinique et la recherche. Merci. Merci beaucoup Boris. Le binôme de Boris aujourd'hui est Rebecca Piskorowski, donc nous sommes très heureux de vous accueillir pour les militantes de la recherche. Donc Rebecca est neurobiologiste, électrophysiologiste. Elle co-dirige depuis 2012 avec Valentin Chevalère l'équipe qui s'appelle Plasticité synaptique et réseaux neuronaux. Rebecca a fait son PhD à Stanford en 2004. Elle y a étudié la relation entre le déclenchement et la perméation des canaux potassiques. Et ensuite, elle a effectué 2 postdoctorats, le premier à UCSF, dans l'équipe de Helen Lumpkin, où elle collaborait avec David Julius pour travailler sur les canaux ioniques qui sous-jacents à la perception, à la thermosensation et au toucher. Et puis elle a obtenu un prix de recherche prestigieux qui est le prix Kirstein pour travailler ensuite dans le laboratoire lors du 2e postdoc de Stephen Siegelbaum à Columbia, où là, vous avez étudié le trafic dendritique des canaux ioniques HCN. Donc depuis 2012, elle travaille à l'IPNP. Le but de l'équipe qu'elle co-dirige avec Valentin est de mieux comprendre les régions hippocampiques intégrées dans les circuits et en particulier les relations avec l'hypothalamus, la compréhension des mécanismes qui sont sous-jacents à l'apprentissage et à la cognition.
Elle a toujours gardé des liens forts, me semble-t-il, avec les États-Unis, puisque chaque été, elle enseigne les méthodes électrophysiologiques avancées dans le laboratoire de biologie marine Woods Hole au Massachusetts. Rebecca, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ces midi 30 de la recherche. Et donc, je vous cède la parole. C'est un PDF. I don't know how to put it in diploma, but comme ça. Ok, donc, merci. Bonjour. Merci pour cette opportunité, l'organisateur. Et merci Boris, c'était super de suivre votre présentation. Et avant que je commence, je vraiment voudrais remercier l'équipe, les gens ici qui font le travail et mangent le fromage ensemble. Et dans l'autre couleur, ici, jaune, on a les gens qui font les travaux que je vais présenter, les résultats. Ok, je vais mettre ça là. All right. Grâce à Boris, vous avez déjà pris plein de choses de la deletion, le syndrome de Leishman 22q11. Et je vais présenter les résultats de la recherche en fait avec une lignée de souris transgéniques qui ont un deletion équivalent chez les hommes dans le chromosome 16 de la souris. On savait, quand on commençait cette recherche, que cette souris a les déficits très importants en cognition, avec le pre-post inhibition, aussi le contextual fear conditioning, et aussi une tâche d'alternance. La souris faut prendre, aller à gauche et puis à droite, et gauche à droite. Et tout ça, c'est vraiment besoin la bonne activité de l'hippocampe et le cortex préfrontal. Aussi, on a trouvé récemment que cette souris a un déficit de la mémoire sociale. On a fait ça avec cet appareil, 3 petites chambres, on a mis la souris dedans, elle peut explorer librement pendant 10 minutes avec une souris là qui est nouvelle. Puis on fait une pause pendant 1 heure ou 24 heures et la souris regarde, elle peut explorer la souris, elle a déjà fait la connaissance avec lui, ou une souris nouvelle. Normalement, le rongeur est fortement attiré à la nouvelle souris. C'est vraiment plus intéressant. Et le contrôle les suit plus de temps d'explorer cette souris nouvelle que la familière. La deletion, le 22q11. Cette souris ici n'a qu'une différence. On ne sait pas s'il ne peut pas discriminer le nouvel ou le familier. Il n'est pas la mémoire, ou il n'est pas attiré à la nouveauté comme contrôle. On ne sait pas. On sait que cette tâche, elle est nécessaire à avoir une hippocampus qui fonctionne bien, et spécifiquement la région CA2 de cet hippocampe. Elle est essentielle pour la mémoire sociale. On sait aussi, important en plus, que Area CA2 est fortement impliquée dans la maladie psychiatrique chez les humains. Ici, je montre 2 exemples des études post-mortem sur les tissus humains. Et ici, quand on focalise sur l'hippocampe, des 224 choses regardées, on voit 2 changements uniques dans CA2, qui est important. Et aussi une autre étude qui a trouvé le nombre de neurones total non pyramidaux dans CA2 est diminué consistamment chez les humains. C'est pour nous mieux comprendre qu'est-ce qui arrive avec cette deletion dans la souris transgénique. On a fait les études physiologiques, c'est mon part de le projet, oui. Et on fait les enregistrements de les neurones. On regarde le potentiel de repos. Et on voit un changement avec âge qui était vraiment surprenant. Quand les souris sont juvéniles, on n'a pas vraiment de différence. Et on voit un changement qui est stable quand la souris est adulte, l'âge adulte. Une conséquence de cette potentiel de repos est qu'elle est vraiment difficile
pour l'input synaptique de déclencher un potential d'action dans le cellule CA2, dans l'hippocampe de la souris transgénique. Et on pense que c'est à cause de ça, on a un problème avec la mémoire. On a trouvé que tout ça, changement de la potential de repos, est à cause de TREC, un canal ionique qui contrôle bien le potential de repos, et aussi c'est bloqué par fluoxétine, un antidépresseur. Mais en ce cas, c'est fait rien du tout avec sérotonine et tout ça, c'est vraiment juste bloquer un anneau ionique très vite. Et on veut un courant ionique qui est sensible à la fluoxétine chez les souris transgéniques, qui n'est pas vraiment là avec la souris contrôle. Puis, on a regardé l'environnement. Quel effet l'environnement avec toute cette situation? On a deux groupes de souris mis dans la cage standard de l'animalerie, l'environnement standard, ou on mis dans une cage très large avec beaucoup de jouets et friandises, et tous ces jouets, ça change chaque semaine, pendant 3 semaines. Et on a vu une restauration de la mémoire sociale chez cette souris, après une pause de 1 heure et aussi une pause de 24 heures. Yay! Ouais, wow! Mais comment ça arrive? Qu'est-ce qui arrive? On a regardé tout de suite la physiologie de la cellule dans CA2. On fait les enregistrements, on regarde la propriété intrinsèque, et on a trouvé que le potentiel de repos était dépolarisé avec la souris contrôle. Et vraiment, pour la souris deletion, la souris transgénique, on voit une chance très significative là. Et aussi, quand on regarde le seuil de potentiel d'action, ça aussi est fortement changé avec la souris transgénique. Et ensemble, les deux changements de les deux propriétés intrinsiques, ça a permis cette neurone dans CA2 de devenir plus active. Oui. Et aussi l'effet de fluoxétine, c'est l'effet d'enrichissement, ce milieu enrichi, quand on bloque le canal TREC1, on voit aucune différence entre les 4 groupes de souris. Ça veut dire que tous ces changements en vue, toute l'amélioration, tout ça, c'est à cause de le TREC, le canal TREC. On voit quelque chose de très similaire avec le potentiel d'action, c'est ça. Et puis aussi, tout que j'ai monté ici, c'est vraiment important. Je ne peux pas entrer dans le détail maintenant, mais anyway, on sait que quand ces cellules font le potentiel d'action, ça permet une plasticité synaptique. Ici, on peut mesurer le potentiel qui change quand on a une transmission synaptique dans CA2, quand on fait une stimulation électrique, oui, qui on pense est une approximation d'apprentissage, on voit une augmentation de la transmission, de la communication entre ces deux régions de le cerveau. Quand on a la souris transgénique, ici, dans la cage standard, on n'a pas du tout la même plasticité. Et on pense que c'est à cause de ça, on n'a pas du tout la même mémoire. Mais, si on met la souris transgénique dans le milieu enrichi, yay! Oui, on a une restauration de la plasticité synaptique qui est intéressante. Et on pense que ça explique la restauration de mémoire sociale. Et on peut reproduire cette restauration de plasticité synaptique avec fluoxétine dans la souris, dans la cage standard. Ça veut dire qu'on peut restaurer tout cet effet, ce phénomène, comme ça. Et la prochaine étape, qu'est-ce qu'on va faire après ça? Oui. On a déjà trouvé un changement très important des interneurones, des neurones non pyramidaux, dans l'hippocampe, dans CA2, dans cette même souris transgénique. Mais ça change aussi, comme les choses que j'ai déjà montées, ça change avec l'âge. Quand la souris juvénile, on ne veut pas du tout la même chose. Et puis, on va regarder comment la propriété intrinsique, la plasticité, ça change avec cet interneurone. Et l'effet de l'environnement aussi.
Et merci pour votre attention. Oui, si vous avez des questions. Super, c'est tout. Moi, j'avais une première question, en fait, pour vous deux. C'est quel défaut au cours du développement, qu'est-ce qu'on sait, à quoi on peut s'attendre à la fois chez les patients et chez les souris qui toute leur vie ont cette délétion. Donc, au moment où on constate le phénotype, c'est quoi ces déficits de circuiterie Question difficile, Thierry. Question difficile. Cliniquement, les patients, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup qui ont des troubles du spectre de l'autisme et des difficultés, on va dire, de gestion du stress et des problèmes d'hyperactivité ou de troubles de déficitaire de l'attention. Ça, c'est très difficile de le relier spécifiquement à une voie particulière, d'autant plus que sur la délétion, par exemple, 22q11, il y a une quarantaine de gènes emportés. Donc, en fait, c'est probablement un peu... Ça reste encore probablement plusieurs gènes différents qui sont touchés avec probablement des mécanismes différents. Par exemple, il y a la COMT dans cette région-là, qui est le COMT, donc l'enzyme qui dégrade les neurotransmetteurs. Et donc, du coup, ça touche probablement plusieurs voies dopaminergiques, sérotoninergiques, tout ce qu'on peut imaginer. Donc c'est pour ça que c'est probablement très difficile de relier à une physiopathologie, d'autant plus que derrière, il y a un deuxième degré de complexité, c'est que tous les patients ne développent pas les mêmes troubles, et n'ont probablement pas la même circuiterie impliquée, en tout cas pas avec les mêmes niveaux de déficit. Donc ma réponse un peu de clinicien là, sur ce côté-là, c'est que c'est probablement quelque chose d'extrêmement divers, hétérogène, même au sein de la maladie rare. Et donc c'est pour ça probablement qu'il y a des différences phénotypiques derrière. Tu veux compléter peut-être plus? Et puis Rebecca aussi, avec l'environnement enrichi, on s'attend à quel effet cet environnement enrichi dans le cerveau de la souris, en fait. Ah oui, pour le développement, on a vu vraiment plein de changements dans CA2 de l'hippocampe entre 4 semaines et 8 semaines. Et je ne suis pas un expert de développement. Alessandra Pirani, elle est là. Mais c'est une période qui est pas énormément de choses. Beaucoup de monde pense 4 semaines, une souris est adulte. Mais le comportement, ça change. Le niveau d'agression, le niveau d'apprentissage. Et on a vu le changement dans le réseau de l'hippocampe qui correspondent. Et un développement différent, perte de neurones interneuronaux dans le souris transgénique. Et on a pas énormément de choses sur cette période d'âge déjà encore. Et le fait d'enregistrement d'environnement chez le souris, on sait qu'une période très importante, juste après le sévrage, si la souris est isolée socialement, toute seule, ça c'est stressant. Et ça peut changer le circuit de l'hippocampe pour toute sa vie. Juste 2 semaines d'isolation comme ça. Et aussi une exposure de drogue, quelque chose comme ça, pendant cette même période, peut changer toute sa vie. C'est quelque chose, j'ai vraiment envie de comprendre mieux qu'est-ce qui arrive. Et parce qu'on peut faire la même chose 10 semaines, et rien ne change pendant comme ça. Des questions? L'effet de la fluoxétine est connu comme un inhibiteur de la recapture de la sérotonine. Et la fluoxétine est connue comme un inhibiteur de la recapture de la sérotonine. Et je voulais savoir, en fait, la fluoxétine est capable, par ses propriétés, de rouvrir la fenêtre de plasticité synaptique. La fenêtre de plasticité synaptique. Oui, Donc, oui. quel est l'effet spécifique de TREC par rapport à cet effet général? Je vais faire une réponse qui botte en touche, Pierre. Je suis désolé, c'est une excellente question. En fait, on voit bien que c'est la question principale, c'est les fenêtres de développement critique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans l'enfance qui fait qu'une exposition à une drogue, un stress, fait qu'à ce moment-là, il y a des troubles qui vont se développer. Et si on a la même exposition un peu plus tard, ce sera probablement d'autres troubles, voire pas de troubles. Et la question de pourquoi les psychoses démarrent à 15-25 ans, c'est ce qu'on disait aussi. Il y a une fenêtre de temporalité là qui est ouverte
Alors, on peut imaginer que, par exemple, dans ces maladies rares, il y a des anomalies de migration neuronale, il y a un câblage qui est un peu défaillant, et puis à l'adolescence se rajoute un élégage synaptique, et à ce moment-là, on bascule dans autre chose, notamment la psychose. Donc, c'est probablement ça un peu le modèle qui explique le point du neurodéveloppement. Après, qu'on puisse, avec des molécules, jouer sur l'ouverture des fenêtres critiques, ça, ce serait extrêmement intéressant. Ça veut dire qu'on pourrait, en fait, au moment où finalement les choses, on a l'impression qu'elles se sont déjà jouées, on réouvre une fenêtre critique, et à ce moment-là, on réintervient pour recabler, entre guillemets, les choses et réparer l'anomalie. Après, sur la fluoxétine, je ne savais pas que la fluoxétine avait une efficacité spécifique sur la fenêtre, la fenêtre critique. Mais ce qui est très probable, c'est qu'il y a des molécules en fait n'ont pas qu'un seul effet. Et en fait, pendant des années, on est resté cantonné à la schizophrénie, c'est la dopamine, on met un antidopaminergique. La dépression, c'est sérotoninergique, on met un sérotoninergique. Et puis, on s'arrête là. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Quand on voit les molécules qui marchent le mieux en psychiatrie, c'est les molécules les plus sales, entre guillemets, plus sales parce qu'elles ont un profil d'action qui est complètement, qui est très vaste en fait. On est dans des modèles où on a des molécules un peu à large spectre, quoi. On n'est plus du tout dans une molécule, une seule action. Et donc probablement, il y a plein de mécanismes qu'on ne comprend pas. Et moi, je suis assez surpris effectivement de voir que la fluoxétine, finalement, indépendamment de son effet sérotoninergique, elle joue sur finalement la plasticité ou sur la neurophysio, quoi. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est au-delà de la connaissance qu'on avait de la molécule jusqu'à présent. On a encore plein de choses, je pense, à découvrir sur les mécanismes d'action des molécules. Attends. J'ai deux questions pour chacun. Donc, Boris, tu viens de dire que les patients qui sont vus dans votre centre, si j'ai bien compris, un tiers en soi-disant des maladies du neurodéveloppement. Et en fait, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait 25% enfin, en tout cas, qui ont des maladies rares, ou qui avaient été vus quand ils étaient petits. Donc, est-ce que il y a un recouvrement en termes de pathologie sur ce 30%? Est-ce qu'ils sont, après, quand vous le voyez, c'est pour des pathologies spécifiques? Est-ce qu'on peut retracer les maladies rares, enfin la connexion entre les maladies rares et ce qu'ils développent, et pourquoi ils passent chez vous à l'âge, à l'adolescence en fait? Alors, on a un petit biais, c'est qu'on voit les patients qui vont pas bien. Ceux qui vont bien, ils n'ont pas besoin de nous, Oui. donc on les voit plus. En fait, ce qui arrive, c'est que il y a deux profils en fait. Il y a le profil des patients qui ont une anomalie génétique déjà identifiée dans l'enfance, qui a été suivie avec souvent des troubles du neurodéveloppement et donc pris en charge, par exemple à Necker, par exemple dans les centres de ressources autisme, etc., avec du coup de la rééducation qui s'est enclenchée. Et donc ces patients-là, on les voit parce qu'à l'adolescence, ça se complique, par exemple, de phénomènes d'anxiété ou de psychose. Hein, c'est quand même c'est souvent ce qui peut arriver. Et puis, une deuxième chose, c'est des patients qui sont passés inaperçus au niveau des radars. C'est-à-dire qu'il y avait des tout petits signes, mais pas suffisamment pour alerter et faire une recherche de maladies rares. Et ils arrivent maintenant à l'adolescence avec un tableau beaucoup plus brillant. Et eux, on va les voir et on les caractérise rétrospectivement. Et on fait l'investigation génétique qui s'impose, etc. Donc il y a un peu tous ces aspects-là dans le CRMR, ce qui rend les choses très intéressantes. Après, sur la question des cohortes, ce qu'on a beaucoup, c'est des patients avec 22q11, des patients avec Prader-Willi, par exemple. Pardon, les patients Prader-Willi. Ah. Mais il y a des patients, on en a un ou deux seulement. Ça, c'est des patients Prader-Willi, on en a régulièrement. Des patients de lésions 22q11, on en a très souvent. Donc on a des cohortes qui commencent à se constituer. Donc on arrive à se faire l'œil un petit peu sur quels sont les types de symptômes. Je pense aux patients avec une anomalie du gène SHANK3, par exemple, où ils ont de l'autisme dans l'enfance et puis à l'adolescence, on a l'impression qu'ils ont des phénomènes d'entrée, ils ont des tableaux un peu bipolaires avec des catatonies, etc. Donc c'est un tableau, on arrive à se faire l'œil un petit peu. Mais il y a des patients, j'en ai vu un ou deux seulement. Donc je peux pas vous dire, il ne faut pas dire clairement comment ce phénotype-là est à l'adolescence parce qu'il y a très peu de patients. Et c'est ça qui rend les choses à la fois passionnantes dans les maladies rares, mais extrêmement difficiles. Une des premières choses que j'explique aux familles, et souvent d'ailleurs aux médecins qui m'envoient les patients, c'est qu'il y a tellement peu de patients qui ont cette maladie qu'il n'y a pas de guidelines, il n'y a pas de règles de prise en charge. Et donc on va être obligé de tâtonner. Et donc du coup, il faut accepter qu'on va se tromper, on va tâtonner, on va faire des fois moins bon que ce qu'on aurait voulu, voire pire. Et donc du coup, il faut
être assez humble. Et je trouve que cette approche maladie rare, elle rend extrêmement humble sur sa capacité de prescription et de compréhension des choses. On comprend à peu près rien. Mais on a un champ qui s'ouvre et petit à petit, par l'expérience de voir un patient, en voir un deuxième qui ressemble, etc., on arrive à avoir des préconisations thérapeutiques. La délétion 29Q11, maintenant, c'est assez bien clair. Les Prader-Willi, par exemple, c'est des patients qui répondent très bien au topiramate. Les patients Chang 3, il y a quand même des publications qui montrent qu'ils répondent bien au lithium. Mais moi, j'ai vu des patients plutôt qui ne répondaient pas et qui devenaient catatoniques et sur lesquels on ne s'en sortait pas. Donc, en fait, on se fait l'œil petit à petit par cet aspect centre de référence maladie rare où on regroupe des patients compliqués. Et on ne peut pas prétendre avoir la science infuse sur ces pathologies-là, ce serait une erreur absolue. La majorité de ces 30% de patients qui ont été diagnostiqués comme avoir un problème du neurodéveloppement, est-ce qu'ils avaient, ça avait été compris ce qui était la mutation génétique ou en tout cas la génétique derrière, ou la majorité, en fait, on sait juste qu'ils ont un problème précoce, disons. Est-ce qu'ils avaient eu des MRI? Est-ce qu'ils avaient trouvé des malformations corticales ou pas? On pourrait faire ce travail rétrospectif. On a une TSH qui vient d'arriver dans l'équipe, donc c'est une question que je vais lui poser parce que je n'ai pas eu ce degré-là de réponse rétrospective. C'est 30% des patients qu'on voit au CRMR qui ont déficience intellectuelle ou trouble autistique. En gros, quand je dis neurodéveloppement. La plupart du temps, ils ont toujours eu des explorations quand c'était assez caractérisé. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours trouvé l'anomalie génétique. Et comme les techniques avancent au fur et à mesure, ils ont peut-être eu une IRM il y a 5-6 ans, mais les IRM d'il y a 5-6 ans, on ratait des choses par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui. Et pareil sur le plan de la génétique. Donc c'est des patients, souvent on relance des bilans. Et maintenant, on a la chance de pouvoir accéder quand même au séquençage de génome en trio. Donc il y a des patients qu'on reséquence, qui étaient passés, qui avaient juste une CGHRE par exemple, ou juste une IRM dans l'enfance, mais qu'aujourd'hui on va aller plus loin dans les explorations. Donc on a quand même ce degré aussi de réponse à terme pour ces patients-là. Donc la majorité sont inexplorées en fait finalement, ou inconclusifs du point de vue de la génétique et de l'imagerie. Oui, après il y a des patients déjà caractérisés. Je peux peut-être à vue de nez, je ne peux pas donner des chiffres précis, mais ça va être autour d'un tiers de ces patients-là qui ont déjà un diagnostic génétique identifié. Les autres, c'est encore à caractériser. Vous savez, le rendement des examens de génétique dans l'autisme, par exemple, autisme avec déficience, c'est 30%. Dans la déficience intellectuelle, on est autour de 40-50% de diagnostic. Donc il y a encore une énorme part des patients dont on ne sait même pas, sur le plan de la génétique aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut chercher. C'est-à-dire on n'a même pas l'explication médicale. Donc il y en a un petit peu moins, évidemment, dans ceux qui sont CRMR. D'accord, merci. Si je peux poser une question à Rebecca, en fait, qui est un peu plus, moins clinique, en tout cas. Est-ce que, donc les différences que vous avez trouvées, de ce que je vois sur la diapo, c'est une diminution des interneurones en CA2 par valbumine au moment de du passage adolescence âge adulte. Donc, est-ce que tu penses, qu'est-ce qu'il y a l'hypothèse des travaux sur comment cette canal potassium pourrait influencer la mort de ces neurones, ou en tout cas la disparition, ou la non-expression de parvalbumine, j'imagine, parce que... Oui, je pense les deux choses. L'activité des neurones pyramidaux et le niveau d'inhibition, c'est pas du tout indépendant. Je pense qu'ils sont vraiment contrôlés bien. Et oui, c'est ça, parce qu'on a vu un changement, une perte des interneurones au même temps. On voit le changement de la propriété intrinsèque. Oui, c'est une question énorme pour nous. Et si les interneurones qui expriment le parvalbumine, s'ils sont vraiment morts, ou sont juste expriment plus parvalbumine. Et parce qu'on utilise ce marqueur pour identifier, et on a la stratégie on veut faire pour vraiment suivre ces neurones pendant cet âge, s'ils sont vraiment morts ou sont juste changés physiologiquement. Et puis, si on peut faire quelque chose pour améliorer le réseau. Vous n'avez pas une susceptibilité à l'épilepsie? Ah, c'est intéressant. Dans nos séries, on n'a pas vraiment regardé. On a un changement de le ratio inhibition-excitation. On a moins d'inhibition, c'est clair. Et, mais quand même, les niveaux pyramidaux sont aussi moins actifs en même temps.
Et oui, on n'a pas vraiment regardé. Le CA2 est vraiment sensible pour l'épilepsie. Il fait la projection axonale partout. Sur de l'hyperactivité de cette région-là, ça déclenche la chose un peu sévère. Et puis, j'ai une hypothèse que peut-être on a cette régulation avec cette canaux ionique pour hyperpolariser les neurones, pour éviter une explosion d'activité partout dans l'hippocampe. Et oui, c'est vraiment une balance entre les deux. Et, oui. Si on restaure toute l'inhibition, oui, peut-être c'est pas bon. Si on restaure toute l'excitation, c'est oui. Comment comprendre mieux la communication entre les deux.